3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, c'est une émission Overtime qu'on va faire. Un moment supplémentaire où je m'accorde du temps pour parler des choses qui m'intéressent en NBA. Notamment au niveau historique. Mais si ça colle à l'actu, c'est encore mieux. En ce moment, le trade de Jimmy Butler vers les Sixers fait vraiment parler. Beaucoup voient désormais Philly comme un véritable contender. Et tout le monde le sait que tes fans t'enflamment pas trop quand même. Ouais, chaque chose en son temps. J'ai regardé le premier match cette nuit et j'avoue qu'il y a encore du boulot. Ah, c'est pour ça les cernes. En tout cas, ce qui va être intéressant dans l'overtime d'aujourd'hui, c'est de classer les 6 plus gros blockbuster trades de l'histoire. Explique-toi un peu, je comprends pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver les transferts les plus marquants de l'histoire NBA. J'ai volontairement décidé d'exclure les sign and trades, parce que pour moi, c'est difficile de les considérer comme de vrais transferts. Ça se fait surtout quand les équipes n'ont pas le choix de faire autrement. Pas de LeBron à Miami, par exemple. Et non, pas de LeBron à Miami. J'ai aussi exclu les transferts effectués les soirs de draft. Car pour moi, quand les joueurs sont encore de simples prospects et ne peuvent pas être considérés comme de vrais stars, c'est difficile de parler de blockbuster. Donc pas de Kobe et pas de Nowitzki non plus. Et non, même si on parlera sûrement d'eux dans une future émission. Mais ne crois pas qu'il ne nous reste pas de gros blockbusters à étudier. Ça a même été très compliqué de faire des choix. Mais avant de les révéler, générique. En numéro 6, ça commence déjà très fort. C'est là que je lâche le nom de Oscar Robertson. Oh, c'est le roi du triple-double à qui Russell Westbrook était toujours comparé. Oui, c'est lui. Ce mec était un phénomène. En 1962, avec les Cincinnati Royals, c'est qui eux? C'est l'équipe qui deviendra les Sacramento Kings par la suite. Là-bas, il devient le premier joueur à terminer la saison avec un triple-double de moyenne. Il défonce un paquet de records dès son année rookie. Individuellement, il est énorme. Il est All-Star chaque saison. Mais avec les Royals, il ne fait jamais mieux qu'une finale de conférence. En plus, le torchon brûle avec son coach Bob Cousy, un ancien meneur légendaire de la NBA. Une certaine jalousie serait dans l'air car Oscar Robertson bat 1 à 1 les records de l'ancien Celtic. Et ce qui devait arriver arriva. En juin 70, alors qu'il a 32 ans, Oscar Robertson est envoyé aux Bucks en échange de Charlie Polk et Flynn Robinson. Hein? C'est qui eux encore? J'avoue que même si Flynn Robinson a été All-Star, je suis pas un grand spécialiste de leur carrière. Mais si on les connaît peu, c'est clairement que c'est pas des légendes non plus. En tout cas, à ce moment-là, c'est visiblement Robertson qui a choisi sa destination parmi 4 équipes. Et c'est à Milwaukee qu'il décide d'aller pour rejoindre Lou Alcindor. Et encore un mec que je connais pas. Alors lui, t'as pas le droit de pas connaître. Je te parle de Karim Abdul-Jabbar. Mais à ta décharge, il s'est converti à l'islam et a changé de nom en 1971. À l'arrivée d'Oscar à Milwaukee, il sort d'une première saison monstrueuse, à 28,8 points, 14,5 rebonds de moyenne, et bien sûr un trophée de Rookie of the Year. L'association sur les postes 1-5 avec Robertson s'annonce fabuleuse. Dans le Wisconsin, Oscar il se mue en parfait lieutenant de Karim. Et même si désormais il laisse les rebonds à Jabbar, il continue à scorer tout en le servant dans la peinture. Le duo fait des étincelles et mène les Bucks droit au titre dès la première saison. Après c'est vrai, ils ont plus gagné de championnat, parce que forcément Robertson il vieillit. Mais il y a quand même eu une autre finale juste avant sa retraite. Et même si elle a été perdue, en termes d'impact immédiat, le meneur de jeu méritait clairement d'être cité dans notre classement du jour. Son arrivée a été synonyme du seul et unique titre de l'histoire des Bucks. Et même s'il n'était plus la superstar, il a pesé sur le jeu de façon incroyable après son transfert. Il est donc logiquement numéro 6. I want to thank the NBA, Commissioner Silver, TNT and the sponsor Kia. Du coup, on enchaîne tout de suite avec le numéro 5. Et on va parler d'un joueur que vous connaissez mieux, le Diesel, Shaquille O'Neal. C'était pas en tant que free agent qu'il a signé aux Lakers? Ah si, mais il a pas fini sa carrière à LA. Après notamment un trophée de MVP et 3 titres remportés, la super team des Lakers, composée alors de Shaq, mais aussi Kobe, Malone et Peyton, échoue en finale face aux Pistons. Les relations entre O'Neal et Bryant se dégradent et atteignent un stade où toute réconciliation semble impossible. La franchise de Los Angeles doit donc faire un choix, et c'est de Shaq qu'elle décide de se séparer. Il est alors envoyé à Miami contre Lamar Odom, Caron Butler et Brian Grant. Le pivot rejoint ainsi South Beach et un Dwayne Wade qui sort d'une saison rookie très prometteuse. On dirait l'histoire de Robertson avec Jabbar. C'est vrai, ça y ressemble un peu. D'ailleurs, si on regarde la saison d'après le trade, les Lakers manquent les playoffs, alors qu'avec un Shaq tout proche de remporter un nouveau trophée de MVP, le Heat termine premier de la conférence Est. Ah ok, ils ont mal choisi les Lakers alors. Ouais, on peut pas dire que c'est un mauvais choix de parier sur Kobe, mais sur le moment c'est clair qu'on peut douter. Surtout quand on sait que sous l'impulsion du duo Wade O'Neal, le Heat remporte un titre dès 2006 sous la houlette de Pat Riley. Il était plus tout jeune en plus O'Neal, non? Oui, il avait déjà 33 ans. Du coup on peut comprendre que ça a été compliqué d'apporter autant au Heat les années suivantes. Mais quand on voit que les Lakers qui avaient participé à 4 des 5 dernières finales avec Shaq ne font plus les playoffs à son départ, alors que Miami remporte le premier trophée de son histoire avec lui, ce blockbuster trade a clairement changé le visage de la NBA.
Une équipe au sommet, l'autre en bas, les choses qui s'inversent avec le transfert, je valide totalement. Mais t'en as encore 4 de mieux? Bah ouais, tu crois quoi? Je te dis que des blockbusters, il y en a eu des masses dans l'histoire de la ligue. Et en numéro 4, on va parler d'un mec déjà évoqué dans le dernier Overtime. The Worm, Dennis Rodman. Ah oui, l'un des joueurs les plus badass all time. Chut! Spoil pas ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo. Mais oui, exactement. Après avoir éclaté au grand jour aux Pistons, Rodman file aux Spurs. Sur le terrain, il assure, mais en dehors, il devient ingérable. En 95, après seulement 2 saisons à San Antonio, les dirigeants décident de l'envoyer aux Bulls contre seulement Will Perdue. Will Perdue, je m'en rappelle de lui. En gros, les Spurs voulaient seulement dégager Rodman, quoi. C'est ça. Et ce qui est fou, c'est qu'à Chicago, il rejoint Michael Jordan et Scottie Pippen, dont il était l'ennemi juré seulement quelques années avant. Ça présente un énorme risque à cause de ça et de l'attitude de Rodman en dehors des parquets. Et même si certains disaient qu'il allait casser la dynamique entre Jordan et Pippen, les Bulls ont décidé de prendre le risque. Et ils ont bien fait. La présence du GOAT et de Phil Jackson au coaching arrive clairement à canaliser Rodman. Il est toujours fantasque, il se prend toujours des techniques, mais cette fois-ci, il est présent à tous les entraînements et continue à avoir un rôle incroyable sur les parquets. Pendant 3 ans de suite aux Bulls, Rodman termine meilleur rebondeur de la ligue. Et surtout, Chicago réalise un autre sweep-it en remportant 3 titres consécutifs, comme ce fut déjà le cas entre 91 et 93. Si bien sûr le retour de Jordan à la compétition est le facteur primordial de ses succès, je pense clairement que sans Rodman, qui excellait en s'occupant du sale boulot en défense, au rebond, mais aussi en déstabilisant l'adversaire, les choses auraient pu être bien différentes. Et Michael Jordan n'aurait peut-être jamais été le GOAT. En tout cas, Rodman mérite clairement sa place dans notre classement. Et on s'attaque maintenant au podium. En numéro 3, je vais parler des Celtics. Rappel du contexte. À l'été 2007, ils sont la franchise la plus titrée de l'histoire NBA. Mais le problème, c'est qu'ils ont plus rien gagné depuis 21 ans. Pire encore. Avec seulement 23 victoires lors de la saison 2006-2007, ils sortent de leur pire campagne de tous les temps. Me dis pas que... Et si, quand on parle de modifier le visage de la NBA, les Celtics sont fait très fort. La magie Danny Ainge a opéré. Premièrement, il fait venir Ray Allen, ce qui est un super move. Mais tu nous fais quoi là? On a dit qu'il comptait pas les transferts effectués le soir de la draft. T'inquiète, c'est pas de celui-là que je vais parler, mais plutôt de celui qui a eu lieu quelques semaines plus tard, le trade de Kevin Garnett. Le mec à ce moment-là a 31 ans, il a fait 10 All-Star Games, a été élu 8 fois dans les équipes All-Defensive et a fini MVP en 2004. Rien que ça. Le problème c'est qu'il galère à gagner avec Minnesota. Et après 3 saisons sans playoff, les Wolves décident de reconstruire. C'est donc contre Al Jefferson, Theo Ratliff, Ryan Gomez et Gerald Green que le big ticket est envoyé aux Celtics. L'impact est immédiat. Garnett devient le leader vocal de cette team et est élu meilleur défenseur de l'année. Il est le cœur et l'âme de la maison verte. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec Allen et Pierce, il joue un rôle primordial pour aller chercher le titre face aux Lakers dès sa première saison dans le Massachusetts. Boston Celtics with perhaps the most impressive performance of the year. Down 20, de dernier de la conférence Est, ils sont passés à champion NBA. C'est ça. Et même si en raison de blessures au genou, ce fut plus compliqué ensuite pour Garnett, les Six sont quand même retournés en finale NBA en 2010. Pas de doute, le blockbuster trade de Kevin Garnett a clairement changé la ligue. Maintenant, pour le numéro 2, on va prendre la DeLorean et revenir plusieurs années en arrière puisque nous allons évoquer le cas Wilt Chamberlain. C'était pas juste un joueur des Harlem Globetrotters, lui? Ah non, pas que. En NBA, en 1962, avec les Philadelphia Warriors, le mec a marqué 100 points en une soirée. Il a fait une saison à plus de 50 points de moyenne. Il tourne à quasiment 23 rebonds par match en carrière. Et en 64, 2 ans après le déménagement des Warriors à San Francisco, Wilt, il est transféré aux Philadelphia 76ers. Ah, apparemment, il a pas voulu déménager à San Francisco, lui. Il kiffait Philly ou quoi? Forcément, c'est là qu'il est né. Mais c'est pas de ce blockbuster que je vais parler principalement. Pourtant, en arrivant aux Sixers, il continue à dominer individuellement. Et surtout, il remporte un titre en 1967. Rien que ça a sa place dans le classement, non? C'est clair. Mais en 68, il demande une augmentation de salaire que les dirigeants de Philly lui refusent. Le gars n'est pas content, il demande à partir. Et c'est là que ça m'intéresse vraiment. Il est envoyé aux Lakers contre Jerry Chambers, Archie Clark et Dara Limoff. Inconnu au bataillon encore. Mis à part Wilt, Archie Clark était la pièce maîtresse de ce trade. C'était un bon joueur à l'époque, un meneur qui scorait grave. Mais ouais, ça vaut clairement pas Chamberlain. À LA, après un début de saison difficile durant lequel il perd son père et subit les critiques de son coach, Chamberlain se reprend en main. En janvier et en février, il fait 2 perfs à 60 points ou plus et une autre à 42 rebonds. Là, les Lakers se qualifient en finale et Chamberlain retrouve les Celtics de Bill Russell, son rival de toujours. Et même si Wilt a dominé Russell individuellement pendant ses finales, ce sont les Celtics qui s'imposent en 7 matchs dans cette série. Et l'année d'après, rebelote. Nouvelle finale, cette fois-ci face aux Knicks, nouvelle défaite en 7 matchs. Le mec doit être blasé. Surtout qu'à 33 ans, il est encore hyper bon. Mais en 72, Wilt prend enfin sa revanche face aux New-Yorkais. Les Lakers s'imposent en finale en 5 matchs et Chamberlain est élu MVP des finales à 35 ans, tournant lors de cette série à 19,4 points et 23,2 rebonds. Et l'année d'après, il atteint encore les finales, encore face aux Knicks. Ce sont les New-Yorkais qui remportent la belle et de Stilt prend sa retraite là-dessus. Mais mine de rien, ça fait 4 finales en 5 ans pour Chamberlain pendant son passage aux Lakers. Il a eu une sacrée carrière, le Wilt. Et les 2 transferts qu'il a connus ont représenté des changements drastiques pour la NBA.
C'est vrai, c'est clairement une légende le gars. Mais il y a encore mieux. Yep, et c'est un joueur dont on a déjà évoqué le nom un peu plus tôt. Un mec qui d'ailleurs en 71 a réussi pour la seule fois à priver Wilt Chamberlain de finale durant son passage aux Lakers. Ah oui, avec Oscar Robertson. Tout à fait, ça me plaît quand tu suis. Nous allons bien parler pour cette première place de Kareem Abdul-Jabbar. La saison d'après la retraite d'Oscar, les Bucks ne participent plus aux playoffs. Il faut dire que c'était compliqué pour eux, parce que Kareem, dès le début de la saison, il demande son transfert. Les dirigeants de Milwaukee font tout pour le convaincre. Mais no way, ils ne croient plus aux Bucks sans Oscar Robertson. Et cette année-là, en plus, il enchaîne les blessures. Il y a notamment une grosse inquiétude après qu'il soit pris violemment le doigt d'un défenseur dans l'orbite. C'est pour ça qu'il a porté des Googles après? Eh oui, tu connais l'histoire. En 75, les dirigeants de Milwaukee lâchent enfin l'affaire. Kareem veut être transféré, il va être transféré. Il est envoyé aux Lakers en échange de Brian Winters, Elmore Smith et Junior Bridgman. Je connais toujours pas. Brian Winters a quand même été élu 2 fois All-Star. Mais c'est un super coup qu'ils font les Lakers. Et c'est peu de le dire. On est à une période où ils veulent se refaire. Pour la première fois depuis 17 ans, ils viennent de louper les playoffs. Et Abdul-Jabbar, pour sa première année, remporte son 4e trophée de MVP en carrière, mais ne permet pas à la franchise de LA de retrouver la post-season. Mais attention, avec lui, les Lakers commencent à faire peur. Et à partir de là, ils connaissent une progression constante. Lors de la saison 1979-1980, Kareem Abdul-Jabbar remporte encore le trophée de MVP. Et avec l'arrivée du rookie Magic Johnson, il remporte son 2e titre NBA, son premier avec les Lakers. À partir de là, s'en suivent 4 autres, en 1982, 1985, 1987 et 1988. Si c'est pas une super affaire qu'ont fait les Lakers avec ce transfert, Abdul-Jabbar était clairement dans son prime à son arrivée. Et son association avec le jeune Magic a clairement marqué l'histoire de la NBA. Ça en fait pour moi, sans contestation possible, la star du blockbuster trade le plus important de tous les temps en NBA. Oscar Robertson, Shaquille O'Neal, Dennis Rodman, Kevin Garnett, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, voici les 6 principaux protagonistes des blockbusters qui selon moi ont le plus changé la NBA. Bon, j'avoue quand même que je suis un peu blasé de pas avoir pu placer des joueurs comme Charles Barkley, Rashid Wallace ou Pau Gasol, qui eux aussi ont marqué l'histoire en changeant d'équipe. Ouais, mais il aurait fallu que tu t'appelles le 9e homme, ça sonne tout de suite moins bien. Et c'est bien pour ça que j'ai dû trancher. En tout cas, comme d'hab, avant de conclure l'émission, c'est l'heure de votre rubrique. Et aujourd'hui, vous en avez l'habitude, je réponds à l'une de vos questions en tentant de le faire en moins de 24 secondes. C'est une question de Sam Plaisbien qui sort du chapeau. Joli pseudo. Tu me demandes si, selon moi, Durant va rester aux Warriors en fin de saison et de ce qu'il adviendra d'eux en cas de départ. Alors déjà, j'avais des doutes sur l'avenir de KD à Golden State. Il y a un truc que je sens pas. Et pour rien arranger, la brouille récente avec Draymond Green est allée bien loin. Je dis pas qu'il y a cassure, mais il y a au moins fêlure. Alors ouais, je l'imagine bouger. Quant aux Warriors, je me fais pas trop de soucis. Ils devraient pouvoir re-signer Klay Thompson en 2019 en attendant de voir ce que voudra faire Draymond Green en 2020. Je pense que le duo Thompson-Curry a encore au moins 3 ou 4 ans de très haut niveau. Alors je dis pas forcément qu'ils vont continuer à gagner des titres parce que ça dépendra forcément de qui ils mettent autour. Mais bon, autour des Splash Brothers, les Warriors resteront au moins un candidat très sérieux en playoff. Voilà pour ce qui est de ce deuxième overtime. Si comme ça me plaît bien, vous avez des questions, postez-les en commentaire. Et vraiment, ne soyez pas timides. C'est un exercice que j'adore faire et que je prépare à chaque question que je lis. Mais avant de partir, je voulais vraiment vous remercier pour votre soutien. Cette semaine, à peine un mois après la création de la chaîne, on a dépassé les 1000 abonnés. Et même les 10 000 vues sur la vidéo des futures stars françaises en NBA. Je m'attendais vraiment pas à de tels résultats. Et je vous avoue que votre soutien, aussi bien dans les stats que dans les commentaires, est incroyable et me va droit au cœur. J'espère bien qu'avec vous, on va continuer à tout péter. Alors pour arriver à ça, ceux qui l'ont pas encore fait, abonnez-vous et activez la petite cloche aussi pour avoir les notifications. Pour ce qui est du reste de l'actu NBA, c'est sur Basket Info. Et ce qui me ferait plaisir, c'est que vous continuiez à me mettre des pouces bleus pour soutenir votre rubrique. A très vite! Bye.